sponsorisé par Car Vertical et pas Car Horizontal. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique du véhicule que vous souhaitez acquérir. Compteur kilométrique trafiqué, dommages et même déclaration de vol. Regardez un peu le rapport Car Vertical de cette Lamborghini Aventador SV. Alors, je suis très expert de ce véhicule, j'ai eu la chance d'en conduire un déjà. Ça n'a pas fini dans le même état. Alors, je savais pas que ça brûlait aussi bien. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu un crash sur l'avant. C'est-à-dire que le mec, il a déjà dû s'emballer un peu. Bam! Ça a mis sur l'avant, mais c'est pas fini. Vu qu'il était arrêté sur le bord de la route et qu'il a pas voulu perdre la face, il a dû faire du rupteur après, en chaîne, et après ça a pris feu derrière. Point positif, les amortisseurs sont bien plus accessibles qu'avant. Point négatif, la voiture est cramée. Avec Car Vertical, si l'historique du véhicule acheté ne contient aucune découverte, les crédits vous sont remboursés automatiquement. Et avec le lien en description et le code promo, vous pouvez économiser encore plus en achetant plusieurs rapports. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Parce que là, il y a un moment, moi je peux plus vous faire rire. La caisse, elle a brûlé, elle a brûlé. Et après, vous voulez quoi? Un festival des blagues avec Car Vertical? Allez, Car Vertical, Car Horizontal, Car Diagonal, Car Sinusoidal. C'est tout? Attends, quoi? Ah bah ça, c'est la boulette. La dernière fois que cette voiture s'était vendue, c'était en juillet 2024. La voiture a terminé dans cet état en août 2024. Moins d'un mois après. Alors, le mec, par contre, il a décidé de bouffer la vie par les deux bouts. I am cramming the life by the two balls of the sides. Merci Car Vertical pour leur soutien et bonne vidéo! Aujourd'hui, on connaît la marque Audi comme une marque forte, innovante et surtout indéboulonnable. Genre, c'est impossible de s'imaginer qu'Audi puisse disparaître aujourd'hui. Et bah pourtant, figurez-vous que dans leur histoire, c'est déjà arrivé. On en a même fait un épisode complet dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais en gros, à un moment dans son histoire, Audi est mort. Mais genre mort, hein. Et malgré tout ça, il est revenu alors que personne l'attendait pour devenir la marque qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que pour en arriver là, le chemin a été très long. Et avoir une Audi à la fin des années 80, alors déjà c'est un acte de courage et ensuite, bah ça fait pas vraiment rêver. Oui, ils font des voitures bien, oui, ils font des voitures qui sont assez qualitatives et oui, ils peuvent lutter contre des BM et des Mercedes. Mais les gens achètent des BM et des Mercedes. Et quand t'as BM et Mercedes en face qui sortent des M3 et des C43 MG, disons que chez Audi c'est compliqué d'être crédible. Et vu à quel point leurs concurrents sont crédibles, chez Audi ils comprennent très vite que s'ils veulent se battre, il va falloir le faire un peu différemment. Déjà à cette époque-là, BMW commence à avoir quelques années d'expérience dans le sport auto et même Mercedes qui pourtant ne sait absolument pas comment faire, avait trouvé le moyen de faire des choses très cohérentes. Avec l'aide de Porsche, justement. Quelques années avant, Mercedes avait fait appel à Porsche pour aider à développer certains de leurs modèles sportifs, notamment la fameuse 500e. Et l'idée, c'est que Mercedes, ils savent pas faire des voitures sportives, c'est pas leur truc. Eux, ils savent faire des canapés, pas sportifs. Et Audi, quelques années plus tard, se retrouve exactement dans la même situation. Comment tu fais pour faire des modèles de sport quand t'as aucune idée comment ça marche? Eh bah, t'appelles Porsche. Et la voiture qui va naître de la coopération entre Porsche et Audi, c'est la RS2. Et cette voiture, je vais pas la découvrir seule puisque je la découvre avec Arthur. Bonjour. Le truc un peu drôle avec cette voiture, c'est que dans les années 90, Audi veut vraiment gagner en image. L'idée, c'est de montrer qu'ils savent faire des choses. Mais déjà, un, ils savent pas faire et ils vont appeler Porsche, on va le voir juste après. Et deux, ils peuvent pas s'imposer face aux grosses berlines des concurrents, alors il leur faut quelque chose de différent. C'est sûr que dans le paysage automobile, ça c'est différent, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est assez commun les breaks sportifs et c'est devenu normal de voir une grosse C63 break. Mais à l'époque, cette voiture est unique. T'avais parfois des gros 4x4 ou des gros breaks correctement motorisés, mais c'était jamais des trucs de fou. En fait, c'était des grosses voitures pour la route, mais pas sportifs à proprement parler. Déjà, ce qui est cool avec cette voiture, c'est que c'est le premier break sportif de l'histoire, mais c'est aussi l'une des très rares voitures à porter deux blasons, puisque cette voiture, même si c'est une Audi, c'est en réalité une Audi Porsche. Ça va jusqu'à la carte grise, où officiellement cette voiture est une Audi Porsche. Ça se voit d'ailleurs au blason qui est à l'avant, où on a vraiment le logo Audi
et le logo Porsche, et le logo R et le logo S2. C'est pas une RS2, c'est une R espace S2. Comment ils l'ont vendu ça? Alors en fait c'est une R, il y a un S après, mais c'est pas le R de RS. Parce que les Porsche RS existent déjà, même si le R c'est bien le Rennsport de Porsche. Attention, n'allez pas confondre, c'est pas une RS2, c'est une RS2. Ok, donc Rennes comme Rennsport, Oui. et S2 comme Sport 2. Sport Rennsport 2. Une RSS2. Le R c'est Rennsport, et là le S2 c'est Sport, donc c'est la Rennsport Sport 2. Ouais, mais elle est super sport. Les doubles blasons, ça existait à quelques endroits, notamment chez Volkswagen. Volkswagen Porsche 914. Et la 924 devait être une Porsche Audi. Seat, qui avait fait une Ibiza système Porsche. Ils avaient vachement moins travaillé. Ah ouais, Porsche non, dessus. non, ils ont vendu leur nom, hein, c'est tout. Ah ouais, non. Il y a la De Tomaso Daihatsu Charade. La Innocenti de Tommaso. Mercedes SLR McLaren qui a 2 noms. Il doit commencer à y en avoir quand tu réfléchis, mais on doit parler de 15 bagnoles dans le monde, quoi. Il y en a pas beaucoup quand même. Cette voiture est donc une voiture co-développée avec Porsche. D'ailleurs, quand on commence à connaître cette caisse, on voit quelques détails. T'as plusieurs niveaux de co-développement. T'as le niveau bureau d'études et avis, où en gros tu participes un peu, tu donnes un petit peu ton avis, genre moi à ta place j'aurais fait ça, tu vois. Et puis t'as cette voiture qui a des rétroviseurs de 9,93. L'Audi RS2 est tellement allé loin dans le concept du co-développement qu'en fait c'était presque un semi-assemblage. Parce qu'elle a été construite d'abord chez Audi, puis ensuite chez Porsche. L'Audi final sort de l'usine Porsche. Et c'est pour ça que cette voiture, malgré le fait que ce soit un petit break Audi qui à la base n'avait rien demandé à personne, se retrouve avec plein de pièces de Porsche. Autant il y a des moments où c'est des gimmicks discrets, autant il y a des endroits où genre les freins c'est marqué Porsche, quoi. Et t'imagines que c'est tellement allé loin que Porsche a même participé au design. Les jantes par exemple sont un design directement inspiré de celle des Porsche de l'époque. La face avant avec les aérations est directement inspirée des Porsche Turbo de l'époque. Le bandeau à l'arrière, c'est un gimmick typiquement Porsche. Ça va mieux au Porsche. Ah, un peu, ouais. Autant la 500e restait principalement une Mercedes avec une prépa Porsche, tu trouvais de temps en temps des logos. Autant là... Il y a eu quand même une grosse injection de Porsche dedans. Après, c'est un moteur Audi, mais qui est quand même retravaillé sévèrement par Porsche. Au point où c'est marqué en énorme dessus, quoi. Ah oui, on retrouve des sièges Recaro, c'est des sièges qu'on pouvait retrouver aussi dans des Porsche. On t'avait dit que la voiture était conçue avec Porsche ou pas? Ah non, pas du tout. Ah, bah... Là, ça doit être un détail, alors ça doit pas non, se mais il voir. y a peut-être quelques gimmicks. Ah ouais? Ouais, c'est des petits symboles un peu subtils. T'imagines que sous le capot de cette Audi, il n'y a même pas de logo Audi. C'est vrai ça. Il n'y a pas de logo Audi, c'est-à-dire c'est chez eux. Parce qu'il y a écrit Powered by Porsche. Le seul logo, c'est l'insonorisant. C'est grave. Autant, d'accord, ils ont appelé Porsche, ils étaient contents, mais à un moment, je serais Audi, je l'aurais peut-être un peu mal pris, quoi. T'as quand même la typo qui est Audi. C'est ça qu'ils ont payé Audi pour ça. Hein. Cher, hein. Ils ont payé très cher, ils faisaient pas de marge là-dessus. Hein. En plus, ils savaient faire. Ils ont juste mis un gros turbo. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, entre guillemets, mais là, on est déjà à une époque où Audi, le groupe B, ils l'ont plié en 16. Hein. Le 5 cylindres qui marche bien, ils ont fait le groupe B et ils ont fait pas X-Pic. Ils savent le faire. Hein. Tu sais, on parlait de la BX où les mecs se sont convaincus qu'ils savaient faire alors qu'ils savaient pas faire. Et là, les mecs savent faire et ils le font pas. Ils sont tous persuadés. Non, on sait pas faire. Non, c'est pas faire. Tu sais, t'avais toute une équipe de 15 mecs, tous devant les titres de rallye. Ah putain, on sait pas faire ça. Tu vois, tu sais, t'as l'Audi Quattro. Non, ça n'a rien à voir. Mais Quattro qui est sorti sur route en plus. Oui, ils avaient déjà un passif. Ouais. Là, j'ai un logo Audi là. Waouh. Là, sur le câble d'accélérateur, sur la gaine, là, il y a un Audi. Là aussi, le bocal de direction assistée. Ouais. Et le liquide de refroidissement aussi. Ah, pas mal, ça fait 4. Hein. Les coupelles là, la barre anti-rapprochement, ça c'est Audi ça. Hein. Putain, là, il y a un capteur là. Oh là là. Oh, pas mal. Il y a une durite de chauffage, c'est Audi ça. Ah ouais. Cette voiture prend la base de l'Audi S2 qui proposait déjà 220 chevaux avec un 2,2 litres en 5 cylindres, spécialité de la marque Audi. Et disons que Porsche a un peu mis son grain de sel dedans. On a quand même une prépa qui commence à être sérieuse puisque tout le haut moteur a été revu, gros turbo, gros échangeur, grosse Westgate. Et on se retrouve ici avec 315 chevaux, ce qui était au moins nécessaire pour pouvoir lutter face à la BMW M3 en face qui en avait 321. Alors là, en termes de couple, quand même, on tabasse une M3. Ouais, là, on est à 410 Nm. Ça commence à être sévèrement sérieux. Alors du coup, on est en plein dans cette mouvance des gros moteurs turbo qui soufflent fort et on le verra tout à l'heure à l'essai. Il paraît qu'avant 3000, il n'y a rien. Et au-dessus de 3000, c'est la satellisation. Et après, on reste sur une voiture qui est 4 roues motrices. C'est une spécialité de Audi. Et ça donne une voiture qui est plutôt efficace. On est sur une voiture qui atomise tout en termes de 0 à 100. On est à 4 secondes 8
c'est plus rapide que les Ferrari de l'époque. Pour aller chercher ça en 94, il faut sortir de la 911 Turbo. Même les Ferrari ont du mal à atteindre ça. Même une Lamborghini, en vrai, t'es pas... En 94, t'as la Diablo. Si, une Diablo 4 roues motrices. Oui, mais t'essayes de sortir ça, t'as l'embrayage qui disparaît. Et le chèque que t'as mis dedans Oui. est quoi? 6 fois plus élevé. Cette voiture, avec son gros turbo, sa grosse puissance et ses 4 roues motrices, a commencé à reproduire ce qu'on a retrouvé quelques années plus tard, par exemple avec les Nissan GT-R, qui arrivaient à proposer de la grosse puissance, de la grosse perf, à pas si cher. Et surtout, cette voiture, en fait, elle a instauré tous les gimmicks de la gamme RS de chez Audi. Une 4 roues motrices, un immense moteur, la plupart du temps turbo, et un truc qui, sur le papier, tabasse. Tu sens qu'ils sont pas venus là pour de la sensation, c'est du chiffre. C'est comme la BX4 TC, c'est de la voiture de papier, mais là, ça l'a réussi. Peut-être même qu'on peut dire que cette voiture a commencé à instaurer la guerre des chiffres en Allemagne. C'est pas impossible, effectivement, parce qu'elle commence à aligner beaucoup de chiffres, le 0 à 100, les grosses puissances. Et dans un format qui est accessible, aussi bien en termes de prix, même si c'était globalement cher, c'était quand même moins cher que les autres trucs qui sortaient ces puissances-là. Accessible en termes de pilotage, puisqu'avec les 4 roues motrices, c'est une voiture qui est plutôt rassurante et possible d'être conduite vite sans trop se faire peur. Et même accessible en termes de place. Encore une fois, c'est un break. Tu peux être 4 dedans, les bagages, les vacances, tu peux t'en servir tous les jours. Ce qui n'était pas le cas du 911 de l'époque. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de voitures, en fait. À l'époque, quand tu achetais une voiture sportive, c'est que tu achetais le compromis de la voiture sportive. Là, tu as la voiture sportive, mais tu peux quand même emmener tout le monde en vacances, s'il te reste du budget. Particularité de ces Audi de ces époques-là, on retrouve le moteur en porte-à-faux avant, c'est-à-dire qu'il est avant les roues avant. C'est une architecture qui est plutôt rare. Ici même, c'est d'avoir un moteur en long, puis après, la boîte de vitesse pour avoir les 4 roues motrices. C'est à l'époque le moyen le plus simple d'avoir des 4 roues motrices, et il faut décaler tout le moteur à l'avant. Donc on se retrouve avec tout le refroidissement qui est décalé sur le côté. C'est une architecture un peu curieuse quand même. Pas forcément nulle par rapport à ce qu'on cherche, puisque c'est pas une voiture qui est destinée à faire du vrai chrono, mais une voiture qui est destinée à être plutôt rapide et rassurante. Il fallait une voiture très rassurante, mais que tu peux emmener super vite en étant rassuré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ultra normal d'avoir des voitures rapides, rassurantes. À l'époque, c'est pas normal. Ouais, à l'époque, une M3, si tu veux l'emmener vite, faut commencer à essayer de comprendre comment ça marche. Là, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est juste, tu mets la clé et tu mets gaz. Même Mercedes, qui essayait de faire des voitures puissantes mais rassurantes, avait juste recours à l'électronique pour les brider. La voiture n'était pas plus rassurante, elle était juste bridée. Là, il n'y a pas d'électronique, t'as que l'ABS là-dessus. T'as l'ABS, ouais. T'as même pas de traction control. Bah t'as pas besoin, t'as 4 roues. Et au-delà de la préparation moteur faite par Porsche, cette voiture a aussi une énorme préparation châssis. Ça aussi, l'apport qu'a fait Porsche par rapport à Audi. Audi, c'était de la voiture un peu autobahn tous les jours. Porsche, ils ont tout pris, ils ont tout mis à la poubelle et ils ont injecté là du vrai Porsche dans le châssis avec des suspensions renforcées, des géométries de train qui ont été modifiées et on a quelque chose là de sérieux. Cette voiture, il y a énormément de choses à dire devant. Et puis dès que tu passes à peu près cette ligne, tout le reste est chiant. Si, elle est rétro. Ah, ouais, chouette. Alors, ça décale la ligne. Mais sinon, après, effectivement, là... Alors il y a un toit ouvrant, cool pour l'époque. Il y a un grand coffre. Ça, c'est chouette, hein. On le dit pas assez. Il y a le bandeau derrière, comme Ah, les Porsche. Bah c'est super ça. Non. Moi je crains pas, hein. Je suis désolé. Hein. Et tu as noté que la poignée, elle est dans le même matériau que le bandeau. Elle est en bandonium. En bandium. Ben voilà, il y a un coffre, quoi. D'un côté, il n'y a rien. De l'autre, ça en 94 avec la perfo, exceptionnel. Hein. Ah oui, avoir autant de coffres dans une bagnole de plus de 300 chevaux, ça n'existait pas. Même l'intérieur, t'as rien à dire. Si, il y a un volant 3 branches. Ok, cool. Avec un logo Audi Porsche, d'accord. On a les compteurs fond blanc, d'accord. En soi, l'intérieur, il a rien de phénoménal. On a des Recaro qui sont certes très chouettes, mais bon, on va pas se relever la nuit non plus pour aller les regarder. Alors c'est des Recaro qui viennent d'un coupé. Ils se sont même pas fait chier à développer des sièges spécifiques. C'est que là, t'as une voiture 4 portes, tu peux rabattre les sièges. Ça fait de la super place à l'arrière. J'ai trouvé un endroit où il n'y a que le logo Audi. Oh, c'est les tapis de sol. cool, merci. La pédale là aussi. Ils se sont fait asseoir dessus par Non, Porsche. mais vraiment. L'intérieur est pas phénoménal, mais c'est pile poil dans le jus des voitures allemandes de cette époque un peu qualitative. Rien de très extravagant à part la couleur et de l'Alcantara. J'adore.
Oh ouais. Oh là là. Ah, ça c'est cool, ça me fait plaisir ça. Alors déjà, nous avons la chance d'avoir l'anneau du Rhin pour nous tout seuls qui nous accueille. Et l'atelier d'Émile qui nous met à disposition cette incroyable Audi RS2 qui est à vendre. C'est-à-dire que si on la casse aujourd'hui, c'est très très chiant. Elle a 103 000 km. Elle a historique française. C'est l'une des 108 RS2 françaises sur les 2800 et quelques qui ont été fabriquées. C'est une voiture qui est finalement très rare. Le premier truc qui choque, c'est que la voiture, elle est bien. On serait dans une Golf, on aurait eu zéro différence. C'est correctement insonorisé, c'est confortable, c'est pas tape-cul, la voiture est souple, on est vachement bien installé, il n'y a pas de bruit de mobilier, c'est juste une bonne caisse. Alors les sièges sont incroyablement confortables Ouais. et agréables. Ah ouais. Le beau siège Recaro des années 90-2000 là, il fait plaisir quand même. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit de mobilier. Bah surtout, on n'a pas l'impression d'être dans l'une des plus grosses sportives des années 90 en fait. On n'a pas fait d'efforts pour rentrer à bord, on n'est pas installé bizarrement, on n'a pas pour une fois les pieds qui vont embrasser les pieds de l'autre, la boîte est dure mais largement ok, les pédales c'est vraiment une Golf. On a les sièges chauffants. Mais on se fait chauffer le coquillard, bah oui, bah on va lui laisser prendre un peu de tempé et puis... Oh, il y a un joli bruit de wastegate. On est déjà à 80, on le sent pas. Ce qui d'un côté peut être un avantage, de l'autre, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de cérémonial. C'est la bagnole de ton collègue de travail qui t'emmène en covoite. Tu peux transporter ta grand-mère pendant 2 ans sans qu'elle capte à aucun moment que c'est une voiture de fou. Les sièges éventuellement, mais elle peut se dire que t'as une finition un peu sport. T'as la couleur et le carbone, quoi. T'as quand même le compteur. Là, j'ai un bon visuel sur le compteur qui va à 300. T'as peut-être un indicateur quand même. Plein de caisses qui ont des compteurs gradués de fou et qui en fait ont rien dans le cul. La Testarossa, c'était pas gradué jusqu'à 360 ou un truc comme ça? C'est vrai. Bon, c'est une Ferrari. C'est plus grillé en covoiturage. Mais alors quel style! Beaucoup d'articles de magazines qui sont sortis à cette époque-là ont plutôt vu dans cette voiture les défauts, que ce soit des défauts de turbolag, des défauts justement de manque de charme où on comprenait pas le concept de mettre de la puissance là-dedans, et justement le concept. À qui s'adresse ça? Personne ne va acheter un break sportif. Personne. T'as pas une... On est tous les deux clients du coup du break avec des chevaux dedans. Ça c'est quoi. notre truc, ouais. Mais parce que c'est super. Bah ouais. Bon, après t'as la discussion qui va au-dessus, c'est le SUV de sport. Ça non. On est les vieux cons d'hier. C'est ça. C'est vrai que cette voiture, en termes de ressenti quand elle est arrivée sur le marché, a un peu fait le même effet que les SUV de sport arrivés 10 ans plus tard où personne ne comprenait l'intérêt. Tu veux un truc qui va vite, t'achètes une Porsche. Un truc qui est fait pour aller vite. Bon, après, il y avait aussi cette segmentation dans le monde de l'automobile où en général, on te chiait à la gueule si t'avais pas une voiture chère. Soit t'avais pas d'argent et tu te traînais le cul, soit t'avais de l'argent et t'allais vite. C'est un constructeur hyper sérieux qui a fait quelque chose de débile. Oh, il y a des gens qui ont dû se marrer en 94 Oh sur là là. l'autobahn. Ah ouais. On dirait une grosse prépa tuning. Mais tu sais, une grosse prépa C'est tuning. une grosse prépa tuning, mais faite par Porsche quoi. Ça donne quoi à la direction? C'est l'enfer. En fait, il y a plein de défauts. La direction est beaucoup trop souple et surtout beaucoup trop filtrée. Je n'ai aucune idée d'où je suis en fait. Le train avant, tu le sens pas du tout. Tu vois que quand tu tournes le volant, ça tourne la voiture, mais il n'y a pas aucun feeling. Alors par contre, ça c'est du feeling ça. Tu souffles du nez. Ça fait un bruit incroyable. T'as un soufflage de nez dans la boîte à gants, on dirait que c'est toi. On dirait que t'es enrhumé. Allô? Ah, c'est dommage, il n'y a pas de feeling, c'est très bizarre. Tiens, attends, faut qu'on s'en recolle une, on va voir. Le rouge commence à 7000, ça prend vraiment 7000? Le couple max est à 3000 et ensuite la puissance max est à 6000. Ouah, quand ça se met à charger! Je pensais pas avoir un ressenti de R34 GTR dans une voiture allemande des années 90. J'ai pas essayé de R34 GTR. C'est la même. Ah ouais? Tout pareil, t'as rien dans le compte tour et t'attrapes 3000 et sur une plage de 200 tours, t'as un turbo méga boost de la grand-mère. Ah, moi, ça me fait vraiment penser à une bagnole prépa, quoi. À une voiture que t'aurais filée à un préparateur. Tu lui as donné un budget, tu lui as dit, tiens,
Fais-moi sortir des chevaux. Alors il y a des super bons côtés. Le châssis est d'une rigueur et d'une rigidité qui est un peu folle. Le moteur est incroyable. Les pédales sont super précises. Et de l'autre, tu sens que le bloc, il est trop loin. T'as pas de feeling dans les roues, plus tu sens que l'inertie qu'elle est te très jette. lourde de devant. Ouais. C'est dommage. En propulsion, ça aurait peut-être fait une caisse de ouf en fait. Parce que là, la transmission intégrale, tu sens que c'est lourd. Ça là, quand tu vas accrocher les 7000. Ouah. Je suis désolé, ça fait pas 315 chevaux, ça fait plus. On a chopé 190. Hein. Putain, ça charge. Et puis c'est plein de charisme. Ça fait un vrai bruit attachant sans que ce soit trop présent. Le châssis, c'est un bloc. Ah, la voiture, elle est pas à l'aise quand même. Ça grippe quand même, hein. Ça grippe, mais j'ai pas l'impression que ça le fasse avec le sourire, tu vois. Moi, ce qui m'a impressionné à la précédente accélération, c'est le côté où ça ne s'arrête jamais. Ouais, t'as l'impression que t'as le même couple de 3000 à 7000. Ça pousse toujours pareil. Tu sais, il s'essouffle pas. Et là, ça repousse encore plus fort, on est en 4. Et là, je passe la 5, et ça repousse. Ça recharge. Saloperie ce truc, hein. C'est une caisse de salopard, C'est hein. une caisse de salopard allemand. Oui. Mais pour avoir conduit M3 E36 et même Z3M avec le même moteur, je trouve que c'est plus marrant. Ah, c'est une caisse de sourd en fait, faut être sourd. C'est une caisse de sourde d'accélération d'autobahn. Bah finalement, ça préfigure vachement ce qui est devenu la RS3 après, hein. Les RS de manière générale. Hein. Par contre, c'est super rassurant. On s'est jamais posé la question si ça grippait ou pas. Et en plus, on est sur sec, on aurait été sur mouillé, ça aurait été pareil. Je pensais pas qu'ils avaient trouvé la recette des RS dès la première RS. C'est un truc de ouf. C'est vrai, parce qu'après, ils ont dupliqué la recette en mettant même encore un peu plus de GT. Là, tu t'appelles Helmut. Tu as bien réussi ta vie, tu sais quoi, dans les télécoms. Tu vendais des combinés, très exactement. Et là, tu es en retard à Stuttgart. Il te faut un truc qui te permet d'emmener tous tes catalogues de démonstration, mais aussi qui aille vite à destination. Mais tu es un peu jeune. Tes collègues, ils ont une C43. Et toi, tu t'es dit, je vais être un peu plus débridé quand même. Et de temps en temps, tu vas au ski. C'est une voiture débile. Et du coup, elle me donne le même feeling que les japonaises lourdement motorisées. Là, je me dis, ça donne quoi avec un giga turbo? Bah ouais, t'as envie d'essayer avec plus gros, quoi. La sensation de moteur, elle est impossible à décrire avec des chiffres, quoi. Bah, avec des chiffres, non. Avec des yeux qui s'enfoncent au fond de la tête, oui. C'est sain, par contre, c'est turbo sain, hein. Là, tu vas pas te faire peur, hein. Vraiment, un abruti peut rouler fort, hein. Tu vois, je méga super tôt. Je m'attendais à une voiture vraiment différente, un peu mécanique, un peu sérieuse des années 90, tu vois, qu'on ressent encore la mécanique, finalement, c'est très moderne. Allez, je m'en reprends une louche et après je te donne le volant. Quand même, il y a un petit goût de reviens-y. Sans enculer l'embrayage, mais au moins qu'en essayant un, quoi. 4 secondes 8, ils ont dû laisser des embrayages. Hein. Coûte cher à changer là-dessus. Ah ouais, il n'y a rien de mieux pour arriver à l'heure à l'hôpital. La qualité du châssis, elle est là pour la sécurité. Ouais, exactement. C'est vraiment, ils t'ont mis un châssis de ouf parce que tu risques d'arriver trop fort dans les virages. Mais c'est pas pour aller fort dans les virages, c'est juste que tu risques d'y aller. Ouais, c'est exactement cet esprit. Ben, en fait, on s'attendait à un moteur au service d'un châssis, et en fait non. C'est un châssis qui a été mis au service du moteur. Bravo monsieur. Alors là, putain, les belles analyses chez Sylvain Live. Essayeur. Hein. Oh là là. Bah 5 litres 4 au 100. Oh bah impeccable. Bravo monsieur. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Audi RS2 est une voiture qui a vraiment marqué l'histoire. Pour le coup, on considère vraiment que cette voiture, c'est le premier break sportif. Il a quand même un badge Porsche sur une Audi, et en plus le badge RS qui vient vraiment de chez Porsche. Donc pour le coup, ce genre de voitures sont rares et très appréciées, mais très appréciées aujourd'hui. Et pendant très longtemps, ça a été des voitures peu désirées. C'était des bonnes bases de préparation. Donc beaucoup d'exemplaires ont été secoués ou lourdement modifiés. Et surtout, c'est des voitures qu'on retrouvait, et là c'est un peu drôle à dire, j'ai retrouvé une annonce de 2012 d'une voiture dans à peu près la même config, 30 000 km, dit un prix. 25. 15. Oh ouais. Tu peux mettre gaz en virage, c'est un truc de ouf. La voiture, elle ne bouge pas.
ça marche, enfoiré, ça marche. Surtout que t'as l'impression que tu peux pousser de ouf. Qu'est-ce qui va nous arrêter en fait à part le prochain mur? Ouais. La caisse, que ce soit en 1 ou en 5, pousse toujours de la même façon. J'avais plus l'impression que ça poussait à la place passager, parce qu'en tant que conducteur, t'as l'impression que t'es en maîtrise. C'est vraiment le châssis, il est là pour que j'ai l'impression que tout ce qui se passe, c'est quelque chose que j'ai décidé et que je contrôle. Moi, je suis pas forcément fan de ces grosses voitures où tu es obligé de beaucoup demander à la mécanique. Je préfère les voitures plus fines, tu vois, plus légères, qui font un peu placer. Là, le placement réside juste dans la violence dans la pédale de frein et le pivotage que tu vas mettre à la caisse pour ressortir fort. C'est vrai que tu sens que tu lui forces quand même. Tu lui forces le mouvement. J'aime beaucoup. Encore 90 000 balles à trouver. Allez. En fait, par rapport à d'autres RS de chez Audi, je trouve qu'il y a plus d'efforts sur les qualités dynamiques. Là où les Audi RS d'après, on t'a mis un châssis qui va te permettre d'utiliser le moteur. Là, t'as vraiment l'impression que ils ont fait appel à Porsche pour faire une caisse qui va aller titiller des sportives. Et après, suite à ça, ils ont compris ce que cherchaient leurs clients et ils se sont orientés vers des moteurs plus chouettes et des châssis qui permettent d'exploiter les moteurs. Même en roulant vite, parce que j'ai eu un rythme un peu gaillard, je me suis dit, mais j'ai de la marge, de l'espace. Et je crois que c'est ça dont il faut se méfier avec cette bagnole. C'est que tu te dis, j'ai de la marge, et puis il y a un moment, il y a le talent, la chance, l'adhérence, tout ça qui va faire, hop là. Et surtout, t'as pas de retour. Je pense que la limite, tu sais où elle est quand t'es déjà dedans, c'est-à-dire dans l'arbre. Ah oui, au moment où t'atteins la limite, ouais, ça doit pas être incroyable. Et c'est là où, une BM, encore une fois, elle te prévient. Tu vas sortir du virage en disant, là j'étais à 60%. Le virage d'après, tiens, 64%. Là, celle-là, oui, vas-y. Ça passe. Vas-y encore, oui. Ça passe. Le gros allemand avec la clope qui te fait ça passe, ça passe. Et là, le mec, dans une détente absolue, te fait là, on passera pas. Là, on passera pas. Je peux comprendre qu'en 94, tu te sens le roi du monde. T'as des performances où tu peux attraper même des Ferrari, des Lamborghini. Je suis certain qu'on flingue une Diablo en reprise. Le temps que la Diablo t'attrape, t'es déjà parti. Dans les virages, t'as les capacités pour t'échapper, t'as du monde à bord et la voiture est d'une sérénité. Les ingénieurs allemands, ils ont dû avoir un rire si gras qu'ils étaient à 4 avec les clopes dedans et ils devaient rire grassement. Les Porsche, ils se sont fait plaisir. C'est une voiture de coquin en fait. Mais ils ont fait les coquins sérieusement. Et tu remets en 4 et ça repousse. Et tu remets en 5 et ça repousse. C'est une leçon de comment on fait une bonne voiture, mais c'est pas une leçon de comment tu communiques ça au conducteur. Une bonne Porsche, c'est une caisse d'ingénierie précise tournée vers le conducteur. 2012, j'avais quoi? J'avais 20 ans à peine, j'avais pas d'argent. C'est con parce que j'aurais pu acheter ça à 15 et avoir un pétard atomique. Ça pousse sans s'arrêter. De là à mettre 90 000 balles, t'as quand même une expérience un peu chouette, t'as le blason Porsche, t'as une caisse qui pousse. Ça peut faire caisse du week-end ou daily secondaire rigolo. À 90, t'as des pétards quoi. Tu peux rouler en 911 turbo de l'espace et tu te marres aussi. Je sais pas quoi en penser. Bon, on m'a toujours dit que c'était une caisse de fou, qu'une fois que tu l'as essayé, vraiment tu comprends plein de trucs, tout ça. Dans l'ensemble, je reconnais que la caisse est bourrée de qualité. Je comprends que ce soit une voiture vraiment attachante. Après, ça reste un bel outil dans la lignée de ce que fait Porsche et dans la lignée des futurs Audi RS, ce qui est pas forcément ma saveur préférée. Je m'attendais à une voiture beaucoup plus vive. Mine de rien, c'est assez compact. Mais t'as un châssis de gros allemande énervé quoi. Donc t'as l'avantage d'une RS6 qui serait légère, avec les énormes freins et tout ça. Ça s'appelle une RS4. Ouais, c'est vrai, oui. Ouais, d'une RS4 qui serait plus légère. Ça s'appelle une RS3. Ça s'appelle une RS2 après, du coup. Et ben voilà. Eh bah putain, elle a bien trouvé son nom. Hein. T'es prêt? Je te présente Gunther. 3, 2, 1. Voilà Gunther. Il a appris à l'école il y a longtemps. On va danser le tango, monsieur Gunther. La brique la plus rapide de l'Allemagne de l'Ouest. Regarde, dans les enchaînements de virages, elle y va, elle le fait, tu vois. Et elle passe fort. En termes de direction et de châssis, c'est comme si tu conduis un Simu. Par contre, en termes de moteur, c'est vraiment, t'as la vraie sensation, t'as pas la sensation du Simu. Ah ouais, vas-y, remets-en. Remets-nous une couche là. 2000, rien. 3000, ça commence, ça y est. Allez, putain de merde. Achtung! De toute façon, on est au bon endroit pour essayer ça, l'anneau du Rhin.
Ça a paru en quelle année le TGV? Je crois que je connais la date, c'est 94. Hein. Je crois que j'ai eu la full expérience Audi RS2 de 94. J'ai mis la main sur la poignée de façon naturelle, je me suis mis dans le siège et j'ai attendu. Le TGV, la taloche à grande vélocité. Non mais vraiment. Par contre, je comprends un sport auto qui te dit, je sais pas ce qu'on va en foutre de ça. Parce que c'est pas une vraie voiture sportive. Elle a tout sur le papier qui va bien. Elle est capable de te faire des chronos de voiture sportive sans aucun problème. Mais par contre, t'as pas le ressenti d'une voiture sportive. Je comprends d'autant plus que tu me donnerais cette caisse-là sans la puissance, putain sans merde. Hein. Exactement, ouais, tu mets le même châssis, mais avec moins, ou alors un moteur Atmo. Tu prends un V6 3,5 litres Atmo, là, qui sort 315 chevaux. C'est une turbo saucisse. Hein. Parce que le châssis, il est pas pétillant. C'est le moteur qui rend tout... ça donne la saveur. Un peu magique quand même. Relève, ouais. Très chouette caisse si j'habite à côté de l'autobahn. Et alors là, je pense que t'as la tranche de rire ultime. Le truc, c'est que tu sens pas la chauffe des freins, tu sens pas la chauffe des pneus. Et en fait, t'as l'impression que la voiture, tiens, on peut rouler à bloc pendant toute la journée et ce sera la même du début jusqu'au soir. Là, il y a des voitures où je me dis, je suis content de les avoir essayées, mais après, j'irai pas lutter pour la reconduire. Celle-ci, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. J'aimerais bien l'avoir, tu vois, pour faire un road trip où tu fais un peu d'autoroute, où tu fais de la nationale et où tu l'essayes dans plein d'endroits. Ouais. J'ai envie de la découvrir sur ces routes-là. Tu vois, la Diablo, j'étais hyper content et puis à la fin, j'étais content de la rendre aussi. Oui, bon, surtout. Parce que t'as fait ton injection de supercar et puis ça va bien. Là, celle-ci, j'ai envie de vivre avec un petit peu pour voir ce qu'elle donne. Bah, elle me rappelle en ça les 911 qui ont un peu le même effet où elle est à l'aise partout et elle te donne une expérience chouette un peu partout. Ça, c'est faire de la petite route, ça, c'est faire de l'autobahn, ça, c'est faire du circuit, ça, c'est faire les courses. Et je reviens à ce que je disais au début, je trouve que c'est une bonne Porsche. C'est vrai, en fait, bravo Porsche, ils ont fait une Porsche. Bravo, hein. Ouais. Et à croire que Porsche, ils avaient la bonne recette pour faire des Porsche. Mais je suis d'accord avec toi qu'un petit daily pendant 3 semaines, là, c'est typiquement une voiture que j'aimerais emmener sur le NURB par la route. C'est ça, exactement. Elle est chouette, le voyage est beau, et en plus tu le boucles par le NURB où la voiture sait le faire. Allez, rince-nous avec une belle accélération ligne droite, là. Allez. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Caisse d'abruti. Non, ça va être caisse de débile. Plus on la conduit, plus je la trouve cool. Ouais. Impressionnante au début, rationnelle ensuite, charmante à la fin. Oh. Ah non, mais ça fait quelques années que je fais ça. Là, tu devrais ouvrir une chaîne YouTube où tu essayes des voitures et à la fin, tu fais un résumé. Pas d'avenir, destiné à fermer ça. T'achèterais? Ça dépend du budget, à 100 000 non, mais... T'as les 100 000 à dépenser dans une caisse. Ouais, voilà, j'ai 100 000 et beaucoup plus. Je pense que ça fait partie d'une shortlist, ouais. Je pense en daily, c'est une super chouette caisse. Pas trop une voiture de week-end. Je pense une voiture qui se découvre au fur et à mesure. T'as 100 000 à mettre dans une caisse, elle en fait partie. Tu peux avoir une F-Type pour 30 000 € moins cher. Tu peux rouler en AMG GT. Tu peux rouler en Turbo 911. Et tu peux même rouler dans une Ferrari un peu bornée. C'est pas du tout la même chose. Une R8 V10. Ah, tu vois, je te fais douter. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, ça fait partie d'une shortlist. Ça commence à être une voiture qui vieillit, tu vois. Demain, tu t'en sers en daily, tu la gares, il y a quelqu'un qui te fait un ping, qui te pète un morceau de carrosserie. Ah, ça fait chier. Je comprends presque plus les 90 000 requis pour la BX4 TC. Où t'achètes un port d'histoire et un truc que t'auras là. Alors que j'ai pas du tout envie d'avoir la BX4 TC, tu vois. vrai. Ouah. Je retire ce que j'ai dit, c'est bon. Elle est vraiment foncièrement plaisante à conduire. Et par contre, j'essaye vraiment de fouiller qu'est-ce qui fait ça. C'est très rigoureux, ça a les moyens de ses ambitions, ça marche une tonne. Ouais, tu vois, j'aime bien les voitures qui me donnent beaucoup de feedback à la direction. Mais pourtant, je trouve qu'elles donnent beaucoup de feedback de châssis. Dès que tu lui tapes dedans un peu, tu sens le châssis où est-ce qu'il en est. La direction c'est Audi, le châssis c'est Porsche. Ça explique pas mal de choses. Ça explique, ouais. Je suis ravi d'avoir pu essayer ça. Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, le petit commentaire, le pouce. Merci à l'Atelier des 1000 qui nous a mis à disposition cette incroyable voiture, le lien est en description. Merci à l'Anneau du Rhin qui nous a prêté la piste. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis ça passe! Allez, ça passe. Gros bisous!
Elle est bipolaire, la bagnole. C'est une caisse d'armoire à glace. Mais Didier, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris. Didier, il était...